Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On repart pour une semaine que j'espère passionnante. Mais avant de rentrer dans nos débats classiques, on va se faire une petite session d'interview comme je le fais de temps en temps et comme je vais le faire régulièrement. Ça permet d'approfondir un certain nombre de sujets, parfois un petit peu techniques d'ailleurs, enfin un petit peu techniques, où les interlocuteurs sont peut-être moins nombreux. Alors, ce n'est pas le cas pour l'évolution de notre rapport au travail, qui sera l'interview avec Bruno Mettling tout à l'heure, mais c'est le cas par exemple sur ce qui va démarrer cette émission, les rapports technologie-santé. Et donc, si vous nous regardez régulièrement, vous connaissez Éric Carrel, et puis si vous suivez le business en France, vous connaissez Éric Carrel, parce que les entrepreneurs justement au confluent de la tech et de la santé, il n'y en a pas énormément, 2 ou 3 quoi. Donc on va parler de ça assez largement. Et puis on terminera avec Vincent Balouet, maîtrisedescrises.com. Son entreprise dit bien quel est le sujet. On entend beaucoup, hein. Bon, visiblement il faudrait s'habituer à vivre dans un monde de crise permanente. Comme on vit dans un monde de crise permanente, puis est-ce qu'on peut anticiper, est-ce qu'on peut continuer à anticiper ou du moins essayer de contenir l'impact de ces crises? Voilà. 3 beaux sujets, c'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Éric Carrel. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. L'un de nos entrepreneurs au carrefour des grands sujets du moment, la tech et la santé. Voilà. Donc on va parler de ça un peu plus largement. Restons sur vos ambitions. C'était quoi? C'était l'IFA de Berlin, ouais. Où vous avez présenté un certain nombre de nouveautés. Oui, exactement. Notamment sur le PES Personne. J'ai l'impression que dans... WeThink, c'est une histoire qu'on raconte depuis maintenant un bon moment. Hein, et que le PES Personne, c'est ton iPhone, c'est la base de la plateforme sur laquelle tu vas pouvoir développer les services. Et le PES Personne est important pour nous personnellement, WeThink, parce que c'était notre premier produit et celui qui nous a lancé. Et il est important aussi pour nos utilisateurs parce que c'est un objet sur lequel ils vont régulièrement pendant des années. Ça, c'est clair. Et en fait, il n'y a pas tant d'objets que ça qui sont dans ce cas-là. Et ce qui est surprenant, c'est que, par exemple, après 10 ans d'utilisation de nos PES Personnes, on a encore 50% de nos utilisateurs qui montent dessus. Donc, il y a un attachement. Attends, ils ont changé de balance, ils ont upgradé un peu ou pas? Il y en a qui ont changé, mais il y en a qui n'ont pas changé. Elle était déjà connectée il y a 10 ans? Alors, nous, on n'a fait que des produits connectés. Que des produits connectés, oui, c'est vrai. À l'origine, l'idée de l'entreprise, c'est de faire des objets connectés. Et puis, on est arrivé un peu par hasard dans la santé. Et là, on a vu qu'il y avait quelque chose d'important qui s'y passait. Et ce qui est très important avec, par exemple, ce produit qu'on a annoncé à l'IFA, c'est qu'on l'a... Attends, mais il faut raconter ce que c'est que le produit que tu as annoncé. Il a une tête de PES Personne, mais ça n'est pas un PES Personne. Il pèse, bien sûr. Il mesure la composition corporelle, mais bien plus... profondément que ce qu'on faisait jusqu'ici, puisqu'en fait, on fait ce qu'on appelle du multifréquentiel, et donc on va avoir accès à ce qu'on appelle l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire, et donc la façon dont nos cellules sont perméables à l'eau, et ça nous permettra demain de détecter de nouvelles maladies. On a accès à la vitesse... Ça, en montant dessus, Éric? Ça, en montant dessus. Ouais. Je te le dis très franchement, ça me fascine un peu, parce que il se trouve que, comme ça, activités diverses et variées, ceux qui suivent, par exemple, leur masse graisseuse de façon... c'est les coureurs cyclistes. Ils en sont encore à prendre des mesures, tu sais, très fines, à certains points du corps, les hanches, etc., pour déterminer la masse graisseuse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus. Or, Dieu sait que le cyclisme et la technologie, malheureusement d'ailleurs parfois, font bon ménage. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus de l'efficacité du truc. Alors, je ne suis pas très impliqué dans le milieu du cyclisme, donc je ne saurais pas te dire exactement ce qui s'y passe, mais ce qui est clair, c'est que les évolutions technologiques auxquelles on a accès aujourd'hui, simplement en montant sur un produit à travers nos pieds, sont juste incroyables. Elles sont incroyables parce que on a deux éléments qui y concourent. Un, l'évolution de la sensibilité des capteurs qu'on arrive à émettre. Deux, les algorithmes d'apprentissage profond qui nous permettent de construire des détections qu'on n'était pas capable de construire il y a 10 ans. Et ce qui est assez fascinant, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, simplement en montant sur cette personne, on a bien sûr accès à ça, mais on a accès aussi à l'âge de nos artères, donc la rigidité de nos artères, ce qui est en fait ce qui a été considéré par beaucoup de cardiologues très, très spécialistes au niveau mondial
comme le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires à 4 ou 5 ans. Et c'est une donnée, si tu veux, un peu comme ce que tu disais sur les cyclistes, où avec les cardiologues aujourd'hui utilisent des machines qui ont maintenant 10-15 ans et qui sont très compliquées et qui marchent, à mon avis, moins bien que ce que nous on fait. Mais c'est ça qui simplement en montant sur un pèse-personne. Et la deuxième révolution qu'il y a là-dedans, c'est que on n'a plus seulement une mesure tous les 6 mois, comme tous les 6 mois, c'était 5% des cardiologues sur certains patients qui faisaient une mesure tous les 6 mois de cet âge des artères. On a maintenant une mesure à chaque fois qu'on se pèse. Et l'évolution de cette valeur est une source d'information absolument extraordinaire. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des cas de personnes qui nous disent après coup, je vois que j'avais une maladie au rein. Oui, alors c'est mon autre question, Eric. Enfin, c'est l'une de mes autres questions. Est-ce que moi, particulier, je suis apte à recevoir l'ensemble de ces informations ? Alors, merci pour cette introduction fantastique qui me permet d'introduire ce qu'on a lancé aussi à Berlin, c'est-à-dire on a lancé un produit qui a fait ce que je viens de raconter, plus la mesure de notre système nerveux, ce qui est une première mondiale, et un service associé. Puisque, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, on va se soigner à la maison, c'est-à-dire que la médecine est obligée d'aller d'un système où on passe ce que les Anglais disent du cure au care, c'est-à-dire de traiter à prendre soin d'eux. Et ça se passe dans notre vie quotidienne. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées. Donc, il faut être un peu... Et qui peuvent être un peu anxiogènes, c'est ça anxiogène. Et donc on fait deux choses à travers cette application. On motive, parce qu'en fait, clairement, il faut apprendre à marcher plus, il faut dormir un peu plus régulièrement, et il faut faire un peu attention à ce qu'on mange. Moins boire. C'est les 3 points. Mais en fait, et peut-être il faut commencer par marcher plus. C'est celui qui nous met dans une attitude qui nous permet de mieux discerner sur nous-mêmes. Donc, premièrement, motiver. Et deuxièmement, être un peu un ange gardien silencieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas embêter les personnes avec des mesures, tiens, là, il faut peut-être que... Mais on va simplement alerter. À un moment donné, on estime qu'il faut alerter en disant, va voir un médecin. Voilà. Et ça nécessite que la personne se mesure régulièrement et d'une bonne façon. Donc, ça nécessite un peu un accompagnement pour expliquer l'intérêt d'eux, etc. Et puis, ça nécessite de mettre en place ce système d'alerte. Et demain, on le complétera avec ce qu'on appelle les services cliniques. C'est-à-dire comment nous, on met en place un accompagnement par des médecins à partir de ce qu'on a vu chez le patient. C'est-à-dire, quelque part, on renverse un peu le système de santé qui est centré aujourd'hui sur le système de soins pour le centrer sur le patient. Et pour le centrer sur la prévention. Pour l'orienter sur la prévention. Quand tu dis cure care, c'est prévenir, c'est le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a prévenir et il y a accompagner, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte, il y a énormément de malades chroniques. Si tu veux, je te donne 3 chiffres aux États-Unis. 22% des 12-18 ans sont en état pré-chronique, des 12-18 ans. 22% des 12-18 ans sont en état, ce qu'on appelle pré-chronique, c'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin tout droit d'aller vers une maladie chronique. 44% des 20-40 ans. 44% des 20-40 ans. Et bien sûr, plus de 50% des plus de 40 ans. Et donc, si tu veux, les maladies chroniques, c'est quoi une maladie chronique ? C'est une maladie qu'on va garder toute notre vie. Mais c'est dû à quoi ça ? À leur mauvaise alimentation, c'est dû à mauvaise alimentation, mauvaise activité, les opioïdes, tous ces trucs-là. Sommeil déréglé, etc. Qui fait que voilà, on a du diabète, on a de l'hyperobésité, on a des problèmes de cholestérol, etc. Et donc ça nécessite un accompagnement dans notre vie quotidienne. Donc c'est pas uniquement prévenir, il faut aussi accompagner ces personnes-là pour qu'elles vivent le mieux possible. Et quand tu as une maladie chronique, tu peux aller faire renouveler ton ordonnance une fois tous les 6 mois, mais c'est totalement insuffisant. Comment on accompagne au quotidien, on motive. Le médecin, quand on le voit, il va nous donner 3 conseils, mais on sait bien qu'on est tous des fainéants et qu'on les écoute pas. Donc comment on arrive à motiver au quotidien ? Et nous, on a une force particulière, c'est qu'on sait que nos utilisateurs montent sur nos produits, montent sur nos balances, utilisent nos appareils pour qualifier le sommeil, portent nos montres. Et donc, ça nous permet d'avoir un certain nombre de données et donc de renvoyer des informations qui sont importantes par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Sachant que alors, ça s'appelle l'observance, en termes médicaux, le fait effectivement de prendre ces traitements, des choses comme ça. Ça paraît d'ailleurs totalement contre-intuitif quand vous avez une maladie grave, mais c'est l'un des sujets critiques de la médecine. J'insiste, il y a l'observance. Et il y a aussi la façon, ce que les Anglais appellent les habitudes de vie. Il faut qu'on arrive à encourager les gens à avoir une vie un petit peu différente. Ouais. Et ça, c'est un apprentissage nouveau parce que c'est pas instantané. C'est-à-dire,
tu peux pas dire à quelqu'un en changeant de... Voilà, si tu fais cet effort-là, tac, tout va changer du jour au lendemain. On sait que notre psychologie fait qu'on va faire des efforts, on va rechuter, on va refaire des efforts, on va rechuter. Et ce temps long, c'est absolument essentiel dans la santé. Et c'est un peu ce à quoi on s'attaque. Alors c'est moins peut-être grisant que des trucs qui se font en 15 jours, mais c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus essentiel. Et donc, ça veut dire, parce que parlons business quand même, ça veut dire que en plus de cette balance connectée super géniale, donc ton iPhone 14 à toi, ça s'appelle. Voilà. Bodycomp. Bodycomp. Voilà. Il y a un système d'abonnement qui s'appelle Health Plus. Donc qui va avec. Dans un premier temps, on les vend que liés, c'est-à-dire que on achète la balance et avec, on achète un an d'abonnement. Et c'est voilà, le grand mouvement serviciel de l'industrie. C'est le grand mouvement serviciel. Et dans la santé... Quand je te disais iPhone, c'est la grande mutation d'Apple aussi. Voilà, c'est là-dedans. Là-dessus, on n'a rien inventé. Ouais. Mais par contre, on se base sur cette capacité d'avoir des données qui remontent régulièrement et donc d'avoir déjà une espèce de relation, même si on ne se parle pas, avec l'utilisateur, qui nous permet en fait d'accrocher l'utilisateur avec une application qui va venir renforcer l'intérêt de ces données. Alors là-dessus, moi je voulais, si tu veux me donner ton sentiment, mais c'est juste un exemple, je suis très très frappé par tout ce qui entoure Doctolib depuis le Covid. Mm-hmm. Comme si en fait, et c'est là où sur tes données, comme si en fait un certain nombre de responsables politiques n'arrivaient pas à admettre que sur la santé, le privé soit plus efficace que le public, que sur la santé, les solutions et des solutions, de vraies solutions, pas des gadgets, de vraies solutions, viennent d'acteurs privés, d'entrepreneurs, et que donc il y ait du business en face. Oui, je pense que déjà c'est une partie de la classe politique, hein, c'est pas toute la classe politique. Il y en a. Il faut. Moi, j'ai beaucoup parlé avec les gens qui ont développé mon espace santé. Mon espace santé, ça a été développé quelque part au sein du public, mais avec des personnes qui ont consacré 4 ans de leur vie. Il y a des personnes qui n'étaient pas du tout de ce monde-là, qui sont rentrées dans le système, qui ont dit aujourd'hui les planètes sont alignées. Ça fait quand même 30 ans qu'on essaye d'avoir un espace santé, un carnet de santé, etc. Et, enfin, peut-être 40. Et là, en 4 ans, ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Alors, ils sont exténués, hein, ces personnes. Ils ont bossé jour et nuit pendant ces 4 ans, mais elles ont fait quelque chose pour la communauté. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de politiques, notamment au pouvoir, qui sont très sensibles à ça. Il ne faut pas sous-estimer aussi les difficultés des personnes qu'on ne voit pas, qui ont une tendance à freiner tout ce qui bouge parce qu'on pourrait leur reprocher ce qui bouge. Et notamment, dans le domaine de la santé, c'est très fort. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, si tu ne fais rien, on ne te reprochera rien. Si tu fais quelque chose, tu peux faire une bêtise. Et donc, cette capacité qu'a le privé et parfois le public, puisqu'on l'a vu avec mon espace santé, d'aller bousculer les choses en disant mais on peut faire mieux. On est très content de notre système de soins, de système de santé. Et voilà. Moi, j'ai été opéré du cœur il y a 6 ou 7 ans pour une maladie congénitale. Je suis très heureux de la façon dont c'est passé. C'est extraordinaire d'avoir ça. Ceci dit, on a beaucoup de choses à améliorer. Et ces choses qui sont améliorées, elles sont obligatoires dans l'évolution à la fois d'une population qui vieillit et des habitudes de cette population qui font que nos maladies chroniques se développent énormément. Donc il y a une transformation qui est nécessaire. Alors Doctolib a fait un boulot extraordinaire et bien sûr il se fait taper dessus de temps en temps. Enfin bon bref, je veux pas... Non, mais moi... tu sais qu'il n'y a pas de transformation dans la société française sans que les gens se fassent taper dessus. Ça n'existe pas. Ça. Aux États-Unis... C'est ça, il faut l'accepter, quoi. Aux États-Unis, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des enthousiastes. En France, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des gens qui râlent. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, je ne sais pas si c'est positif, mais en France, on râle, on adopte tard, mais quand on adopte, on va très vite. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais surpris parce que c'est ce qui s'est passé avec l'application Tous Anti-Covid, c'est ce qui s'est passé avec le vaccin. Ouais. Finalement, la population française se vaccine bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a entendu râler? C'est ça. Incroyable. Ouais, d'accord. Et le corps médical? Parce que, bon ben voilà, ça veut tout dire. Alors, le corps médical... Ceux qui nous écoutent en podcast, le corps médical... je ne peux pas décrire la moue d'Éric Carrel, mais en gros, ça veut dire il y a du boulot quoi, sur le corps. Parce que, il y a du boulot. Si j'ai bien compris, maintenant tu veux essayer de travailler avec eux. Bien sûr, on travaille avec eux. Alors, moi, ça fait 10 ans qu'on essaie de travailler avec eux. Il y a 10 ans, il y a un patron d'un syndicat de médecins qui nous a dit
qui a employé un gros mot en disant vous nous emmerdez, moi mes patients, moins ils en savent, mieux on se porte. Ils ne disent plus ça aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est vrai. Et les gens qui sont en responsabilité dans le corps médical, maintenant sont convaincus. Nous, on participe à un certain nombre de congrès médicaux, ils nous laissent la place pour parler. Tu vois, par exemple, il y a un article qui est sorti sur la mesure de l'apnée. Il y a un hôpital australien qui a montré que détecter l'apnée avec notre... L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, qui n'est pas détectée pour 3/4 des gens qui en souffrent, marche mieux avec un produit comme le nôtre, le sleep analyzer qui se met sous le matelas, qu'avec l'appareil officiel. Et ben voilà. Pourquoi ? Parce que l'appareil officiel, tu passes une nuit d'enfer parce que tu as des trucs partout, et tu ne passes qu'une nuit. Nous, on passe plein de nuits, et on voit l'évolution. Mais ça, avant de réussir à l'expliquer aux gens qui font des autorisations, ça nous prend 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des efforts, je ne te raconte pas tous les investissements qu'on fait pour faire pour prouver tout ça. Donc tout ça pour dire que, oui, il y a dans le corps médical toute une partie de la population qui est vraiment en train de changer. Après, il y a une partie de la population qui freine. Pourquoi elle freine ? De moins en moins parce qu'elle est de mauvaise volonté, parce que ce sont des gens qui ont un rythme d'enfer. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, nos médecins travaillent énormément. Et donc, si tu veux, leur rajouter du temps de formation, leur rajouter du temps d'explication, leur dire, voilà, il y a un nouvel outil, ou là, c'est encore un outil informatique, on m'en a déjà raconté 50 fois. Donc, il y a un peu de travail. Et je voudrais juste prendre cette opportunité pour dire, par exemple, dans mon espace santé, les gens, ceux qui sont occupés ont vachement bien fait les choses parce qu'ils ont prévu, ils ont développé l'outil, ils ont prévu de l'argent pour convaincre les médecins, ils ont prévu de l'argent pour aider les sociétés qui font le logiciel à faire le transit et à transporter les données sur mon espace santé. Donc, voilà, il y a plein de choses positives. Et ce qui me surprend toujours, c'est comment on peut avoir des gens qui s'opposent à mon espace santé. Quand on discute avec des malades... Il y a toujours cette idée, mais je te pose la question d'ailleurs par pure forme, mais ce sont des données de santé. Oui, et justement. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Oh là là, vous allez les vendre, Il y a toujours cette idée qu'il faudrait qu'on soit dans une logique mercantile avec tout à partir du moment où on est un entrepreneur privé. Mais justement, les données de santé, elles permettent quoi ? Elles permettent déjà au corps médical, parce qu'en fait, quand on commence à avoir des problèmes, il y a plusieurs médecins et plusieurs spécialités. Et puis toi, tu dois commencer à avoir des données massives, mais nous, on a les plus grosses bases de données au monde sur un certain nombre de types de données, comme le poids, la masse grasse, l'apnée du sommeil, etc. On a aujourd'hui des informations qui nous permettent de construire ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc c'est un nom un peu compliqué pour dire des moyens de détecter des évolutions négatives ou positives. Et donc ça, effectivement, c'est unique. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire que ce monde de la santé, il évolue dans ce sens-là. Et quand on interroge un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il est toujours OK pour partager ses données de santé. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de soucis de santé qui se disent « non, moi je ne veux pas ». La santé, c'est quand même le truc le plus important de notre vie, quoi. C'est-à-dire, si on est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, cette évolution, ces gens qui râlent, ça ne me fait pas trop peur parce que à un moment donné, on est tous malades dans notre vie et on voit bien l'intérêt. Et on voit bien que la recherche évolue à une vitesse absolument incroyable grâce à ces données. Il y a quand même une société, je m'excuse de la citer ici, mais qui s'appelle Apple et qui fait un travail absolument remarquable dans ce monde-là, avec beaucoup d'éthique et qui investit des dizaines de milliards par an. Et moi, ce que je dis à nos responsables politiques français ou même administratifs, c'est de dire aidez-nous à avancer. Sinon, ce sont ces gens-là qui vont venir demain vous demander un chèque et vous leur donnerez instantanément parce que ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Tu devances ma dernière question. Effectivement, c'était ma dernière question. Il y a eu un investissement très important d'Amazon, je crois que c'est plusieurs milliards pour racheter, j'ai mis ça voilà, un réseau de soins privés qui s'appelle One Medical, 4 milliards de dollars. Toi, la dernière fois qu'on s'était parlé, Eric, tu m'avais dit il ne faut pas faire des combats d'arrière-garde. Ces géants de la tech ont construit des briques, on ne les rattrapera jamais. Et il faut qu'on s'appuie sur ces briques pour construire nos propres innovations. Tu restes sur cette ligne. Je reste là-dessus. Je regrette que les Américains ne mettent pas plus en place toute la réglementation pour lutter contre les monopoles, parce qu'il y a certains secteurs tout à fait. Qui commencent à être un peu gênants. Mais je crois fermement qu'on ne doit pas mettre la majeure partie de notre énergie, même si on peut en mettre un peu, à refaire ce qui a déjà été fait, mais à construire la prochaine étape, parce que c'est pas comme si on était arrivé au bout de quelque chose. Ouais. On est au début de quelque chose. Et dans le domaine de la santé,
ne se rend pas compte, mais c'est juste fantastique ce qu'il y a devant nous. On a une transformation complète de la façon dont on va pouvoir prendre soin de nous. Et on a une nécessité complète de le faire parce que le système de soins va exploser. Il y a un responsable que je ne citerai pas aux États-Unis qui me disait si on n'arrive pas à changer ça, le système américain va exploser. Le système de soins américain va exploser. Et je pense que c'est à peu près pareil dans tous les pays du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, l'adoption est en premier par les patients, en second par les systèmes assurantiels qui disent voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est le corps médical qui est un peu plus difficile, aussi par le système de formation qu'on leur donne. Merci Eric. Merci à toi. Rapport d'étape. Et puis donc à bientôt, puisqu'on est au commencement. Hein. On est au commencement, oui. Voilà. On aura encore plein d'étapes à raconter. Eric Carrel, qui était notre premier invité sur Bismart. On repart avec Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Président, fondateur de Topix. Tu es consultant en ressources humaines, après avoir été notamment DRH du groupe Orange. Bon, je voulais question très ouverte, et ensuite on va rentrer dans le détail. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, profondément, un nouveau rapport au travail dans notre pays, après les 2 années spectaculaires que l'on a traversées? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, parce que même des habitués comme ton serviteur, qui ont suivi ce marché du travail depuis des années, qui ont géré dans différentes entreprises les fonctions ressources humaines, etc., aujourd'hui, je vois l'ampleur de la revisitation rapide qu'il faut faire de notre logiciel pour comprendre ce qui se passe. Alors. Donc, et en même temps, dans le temps où je te réponds ça, je dis attention, on a parfois tendance en la matière à ce que le monde nouveau chasse l'ancien. Il y a coexistence, en fait, de plusieurs regards, d'une grande diversité dans les boîtes. Donc le premier message, c'est ça. C'est comment je réponds, notamment du côté des jeunes générations, à un regard que je crois profondément nouveau au travail. Comment est-ce que je réponds dans les générations, on va dire, de cadres intermédiaires, de managers fatigués, usés, qui sont un peu dans le doute pour beaucoup d'entre eux, sur leur relation historique et forte à l'entreprise. Et puis comment, du côté des seniors, je gère les choses différemment parce qu'encore une fois, il y a le discours public et puis il y a la réalité. Et donc, face à une diversité aussi forte, c'est vrai que le jeune, les taux de départ de jeunes, qualifiés, moins qualifiés, leur relation au travail, ouais, c'est très différent. Ça change profondément. Ça se voit pas fondamentalement dans les chiffres. On a eu des chiffres intéressants que je dise pas de bêtises, de la DARES. C'était quoi j'ai pas noté le chiffre, c'était 20% des CDD, 1 million de CDD qui ont été rompus sur les 7 premiers mois de l'année, et c'était des chiffres comparables à 2007 et 2000, c'est-à-dire des périodes où effectivement la demande est forte, l'offre, où le rapport de force est un peu inversé, on va dire ça comme ça, est plus favorable aux salariés et moins aux entreprises. C'est normal que dans ces cas-là, ça bouge, quoi. Oui, c'est normal, et en même temps, quand tu creuses un peu qualitativement, tu aperçois qu'effectivement, les motivations et la relation sont différentes. Je vais te donner 3 exemples. Vas-y. Concrets. Super. Ce week-end, j'étais avec un jeune d'une boîte de conseil qui me disait qu'il avait démissionné de sa boîte sur un critère principal. À plusieurs reprises, on avait souligné qu'il était plutôt bon dans ses missions de conseil. On lui avait fait des promesses qui n'étaient pas tenues. La non-réalisation d'une promesse dans la jeune génération pour un emploi qualifié, ça veut dire très clairement aujourd'hui une chance sur 2 de départ dans l'entreprise. Promesse salariale, j'imagine. Promesse salariale, promesse d'évolution, promesse de reconnaissance, peu importe. Les entreprises, la fausse promesse de l'entreprise, y compris d'ailleurs dès les plateaux de recrutement, dès que vous faites le tour des campus pour recruter, le non-respect d'une fausse promesse se paye cash. Je le dis parce qu'il est arrivé dans la profession qu'on avait tendance à abolir l'entreprise pour gagner la tout à fait. Deuxième élément, il y a quand même toute une génération qui passe votre temps à vous dire, et ces jeunes-là, encore une fois, j'avais 3-4 jeunes avec moi, j'en ai profité ce week-end en pensant qu'on allait se voir. J'ai 3-4 jeunes. Il y en a une qui m'a dit, on passe mon temps à m'expliquer que je suis vraiment stupide de me défoncer comme je me défonce au travail, que je ne serai pas mieux ni moins bien traité. Et au bout d'un moment, ça me fatigue parce que je ne me vois pas, moi, lever le pied comme certains de mes collègues peuvent le faire, et j'envisage de changer d'entreprise. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, 3e élément, un jeune qui dit... Attends, parce qu'elle c'est pas... C'est parce qu'il y a des concepts dans tous les sens, et donc là, il y a le quiet quitting. Quiet quitting, elle n'est pas du tout... Elle est à l'opposé. Elle veut se défoncer. Elle a 40 ans, elle est juriste, elle est dans un cabinet d'huissier de justice. Elle est juriste. À 40 ans, pour toi, c'est jeune. Dis donc, tu me rassures, Bruno, c'est bien. D'abord, encore une fois, je pense... Bon, je ne veux pas ouvrir le tiroir, vas-y. Il ne faut pas, encore une fois, avoir une uniforme. Mais 40 ans, donc la génération, effectivement, quand on avait encore un regard au travail assez investi,
toute la journée, des jeunes collègues lui expliquent que franchement, le temps qu'elle y passe, l'énergie qu'elle y met par rapport au fait qu'elle est traitée de la même façon ne justifie pas. Et le quieting arrive en dessous. C'est-à-dire dans cette génération qui a posé des bases nouvelles de sa relation au travail. Et je te rappelle que c'est quelque chose qu'on avait signalé un certain nombre d'entre nous il y a pas mal de temps. C'est de dire, entreprise, faites attention. Si vous ne renouvelez pas envers la jeune génération les termes du contrat moral de l'entreprise, on peut l'appeler marque employeur, on peut l'appeler expérience salariée, on peut l'appeler contrat social, comme on l'a fait avec Stéphane Richard Orange. Si vous ne changez pas le regard à ces jeunes générations dans l'entreprise, alors vous risquez effectivement des découvertes bien importantes. Et donc, en particulier, quand vous regardez les jeunes, alors pour le coup, je réponds à ta question, les jeunes mettent l'équilibre vie privée, vie pro, et ces exigences, et c'est bien perçu par eux dans un marché du travail qui s'est retourné, comme une exigence, ils le mettent devant la rémunération en termes d'attente. Et quand on pense un peu sur leur deuxième sujet, c'est... Ça, t'es catégorique là-dessus. Moi, j'entends ça et je respecte ta position de spécialiste. J'arrive pas à y croire, Bruno. Je vais être très franc avec toi, j'arrive pas à y croire. C'est très vrai, en particulier pour les grandes entreprises, sur l'emploi jeune qualifié. D'accord ? Dans l'emploi moins qualifié, sur lesquels les enjeux de pouvoir d'achat avec la reprise de l'inflation se jouent en des termes, et notamment avec la reprise de l'inflation, très différents, le thème rémunération revient. Et puis, il y a un autre thème que moi, je trouve très important, qui est à côté de l'équilibre vie privée, vie pro, mais qui peut quand même conduire chez les jeunes qualifiés à changer d'entreprise sans hésitation. Le deuxième thème qui revient, mais ça a été dit, et c'est vrai, et je le mesure un peu, c'est le sens. Et ce qui est nouveau, c'est que dans un marché du travail, encore une fois, qui s'est renversé, le rapport de force s'est renversé. Il faut que nos analyses partent de cette situation-là. Dans un rapport qui s'est renversé, si vous avez une entreprise qui, j'allais dire, est en écart par rapport à un discours public d'entreprise, c'est vrai dans les grandes boîtes en particulier, avec une pratique qui est différente, ça se sanctionne sévèrement. Enfin, dernier élément, les entreprises n'ont pas assez pris en compte. Quand on interroge ces jeunes, beaucoup nous disent, mais attendez, sur l'histoire du temps de travail, moi, de plus en plus, l'entreprise me file un job, une tâche, une mission à remplir. La manière dont je m'organise, c'est ma responsabilité. Et encore une fois, je parle bien de l'emploi qualifié. Les entreprises qui continuent à faire coexister des exigences de présence de telle heure à telle heure, le lundi ou le vendredi, vous ne pouvez pas être en télétravail. On vous fait confiance en télétravail, mais enfin quand même... Allons-y, parce que c'est un de tes points de vue, c'est sur la semaine de 4 jours, parce qu'on y va tout droit. Attends, avant d'aller sur la semaine de 4 jours, tiens, rendons hommage à l'excellent quotidien Les Échos. J'ai lu un point de vue, peut-être la veille du tien d'ailleurs, sur la semaine de 4 jours, de Julien Damon, autour de cette histoire de sens, que j'ai trouvé, alors pour le coup, frappé du coin du bon sens, où il disait, mais... on ne va pas commencer à débarquer maintenant avec des Chief Sense Officers. Le sens, c'est celui que l'on donne, nous, au travail qu'on fait. C'est une quête individuelle, le sens, Bruno. C'est pas une quête de l'entreprise. Parce que c'est forcément une fausse promesse. Alors, c'est forcément une fausse promesse qu'à la fin, business of business is business. On est d'accord. Ceci étant, aujourd'hui, je pense que c'est une erreur lourde d'analyse que de penser que cette jeune génération, que les managers n'ont pas besoin d'assurer la cohérence entre leur entreprise et puis, j'allais dire, un certain nombre de thèmes et de débats. Je ne suis pas d'accord avec cette vision dans laquelle on pourrait faire fi, au nom du business is business, de toutes les attentes, de tous les enjeux envers l'entreprise. Et il y a une raison plus profonde derrière. C'est que l'entreprise, aujourd'hui, dans une société qui est fracturée, fragmentée, est un pôle de stabilité et de cohérence. Il est attendu que l'entreprise apporte cette cohérence et stabilité. Ce vivre ensemble en entreprise, qui est si difficile à réaliser dans l'entreprise. Et par rapport à ce vivre ensemble en entreprise, qui est une nouvelle responsabilité quelque part de l'entreprise, pôle de stabilité dans une société fracturée, eh bien moi je pense que le sens, le lien avec ces grands débats qui, à juste titre, traversent notre jeunesse, et pas seulement la jeunesse, l'ensemble de la société, on peut passer à la transition climatique, la transition écologique, etc. Je pense qu'une entreprise qui fait fi de ça, elle aura du mal, y compris pour fidéliser et engager les talents dont elle aura besoin. Alors, ce collectif, et ça, tu es dans les grandes entreprises, j'y suis aussi, j'ai l'impression quand même que de plus en plus, on parle des grandes entreprises, sont en train de ramener tout le monde au bureau, justement pour travailler sur ce collectif. Et toi, tu dis, non, semaine de 4 jours. Et voilà. Est-ce que c'est pas orthogonal avec cette idée que... Alors, explique d'abord le concept de semaine de 4 jours, Bruno. Bon, moi, j'ai passé mon temps à lutter contre les conservatismes ou contre les turiféraires des nouvelles méthodes, des nouvelles... Je m'explique. J'ai passé mon temps à une époque où le télétravail était considéré comme quelque chose d'impossible, comme la négation du travail, télétravail, etc. Tu connais par cœur les expressions, dans ce pays très conservateur, parce que je voyais bien à l'international la souplesse, l'agilité, la flexibilité que permettaient des temps de télétravail.
J'ai dû basculer très vite parce que j'ai vu les turiféraires du tout télétravail. On a entendu des grandes entreprises expliquer que désormais tous leurs bureaux. J'ai passé tout de suite. Ah oui, le balancier a été d'une violence incroyable. C'est incroyable. J'ai passé mon temps de dire attention, le tout télétravail est une connerie. J'ai même employé cette expression dans une tribune, une radio, ce qui m'a valu pas mal de réactions, mais je l'assume. Est-on capable dans ce pays de poser les évolutions du travail autrement qu'en termes de principes et de dogmes ? Et donc je m'explique. Lorsque les enjeux énergétiques, et globalement le débat a lieu entre les spécialistes, mais on voit bien que ces grands bâtiments, ces grands immeubles, j'allais dire, un jour de plus de fermeture peut dégager des économies importantes. Quand les problématiques énergétiques... c'est même mécanique, c'est 20%. C'est même mécanique. Non, mais je dis qu'il y a un débat parce qu'il y a ceux qui disent oui, mais les gens sont chez eux pendant ce temps. Non. La réalité, c'est vrai, tu as raison. La réalité, c'est que ces tours ou ces grands immeubles de série fermés une journée de plus, c'est 3 jours et le 2 jours, c'est un point important d'énergie. Quand la problématique énergétique de ce pays rejoint des enjeux d'économie de coût, le coût évidemment du chauffage et de tous ces éléments-là, déjà le coût de l'immobilier était très élevé, mais le coût de l'entretien devient évidemment, avec la situation qu'on vit, beaucoup plus élevé. Rejoint une aspiration profonde du monde du travail à un équilibre vie privée, vie professionnelle mieux assumée. Je dis que quand bien même on ne le voudrait pas au nom de principe, ouvrons le débat dans ce pays de manière pragmatique. Pragmatique, c'est quoi ? C'est dire, attention, il y a derrière l'élargissement du télétravail des vrais risques de délitement du lien au travail, du lien au collectif, etc. Et à l'inverse, refuser qu'à travers le travail hybride, on puisse étendre cette plage lorsque la situation le permet, par exemple le lundi ou le vendredi, où on a 2 fêtes et des bureaux vides, c'est une bêtise dans un instant de situation. Et donc moi, encore une fois, j'essaye de poser dans ce pays une approche pragmatique. Il y a plusieurs façons d'aller vers la semaine de 4 jours. Il y a la façon simplement du télétravail, une journée de plus obligatoire le lundi ou le vendredi pour fermer. Mais là, c'est pas la semaine de 4 jours, là. C'est la semaine de... De fait, c'est effectivement, c'est pas la semaine de 4 jours. Pas la semaine de 4 jours. Mais c'est la semaine, j'allais dire, de 4 jours de présence physique possible sur place. Le reste, vous pouvez imaginer du télétravail. La deuxième façon de faire, c'est est-ce que je peux réorganiser mes planches de travail ? Je rappelle quand même que les études qu'on a sur ces semaines de 4 jours, qu'elles soient scandinaves ou qu'elles soient japonaises, montrent bien l'impact positif en productivité de temps de récupération élargi. Donc, à la même plage de travail, peut-on réorganiser les choses sur 4 jours et pas sur 5 jours, ce qui rejoint le chapitre précédent également. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle réduction du temps de travail, Bruno. Exactement, pour être très c'est clair, ce que j'ai dit. Et j'ai même dit surtout plus d'approche normative, mais ne posons pas en principe, comme on a fait à un moment donné sur le télétravail dans ce pays, que face à la crise énergétique, face aux attentes d'équilibre vie privée vie pro, la semaine de 4 jours serait le nouveau tabou des conservateurs de la transformation du marché du travail. Ouais. Et en même temps, je me tourne tout de suite vers les autres en disant systématiser la semaine de 4 jours dans notre pays, pourquoi pas à 32 heures, comme j'entends déjà évidemment d'un certain côté politique, ce serait également insupportable à nos entreprises. Donc laissons les entreprises innover, mais ne posons pas le problème en termes de principe, soyons pragmatiques, regardons les organisations du travail, la nature des productions et acceptons d'ouvrir ce débat sur la semaine de 4 jours. Sachant que de toute façon, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être... Tu dis d'ailleurs dans ton point de vue qu'ils sont en phase de test et moi je sais qu'ils sont même un peu au-delà de la phase de test. L'entreprise qui apparaît, à tort d'ailleurs, comme une des plus conservatrices, etc., c'est-à-dire Total, le groupe Total est en grande voie pour effectivement mettre en place cette semaine de 4 jours. Donc là, mais... Tu ne crains pas, parce que c'est l'autre fracture très intéressante, celle-là qui est sortie du Covid, une forme de révélateur, la fracture entre ceux qui produisent et l'ensemble des services. La machine, il faut qu'elle tourne. Tu ne peux pas faire une semaine de 4 jours. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et c'est là que, encore une fois, on avait posé quelques enjeux. C'était le cas au télétravail. Attention, on ne peut pas déterminer la situation de l'encadrement ou la situation, j'allais dire, du pôle back-office, service, fonction, support, sans avoir en tête la situation de ceux qui ne peuvent pas avoir accès. Mais je reprends toujours cet exemple en matière de télétravail. Il faut aussi savoir faire preuve d'une certaine imagination. Je me permets de le dire. Quand, sur la fabrication de moteurs d'avion, l'entreprise leader dans ce métier décide que quelques jours par an, les formations des ouvriers qualifiés sur les chaînes de production, Safran pour ne pas la nommer, auront accès au télétravail, elle dit la nature télétravail ou présentiel n'est pas une question de principe ou de droit, surtout pas une question de droit, c'est une question d'efficacité dans l'organisation du travail. Et si je dis ça, c'est que sur la semaine de 4 jours, quand on veut bien regarder les cycles de travail, il se peut qu'y compris dans les emplois de production, il y ait des moments, des pointes annuelles dans lesquelles concentrer sur un certain nombre de jours le travail pour permettre l'accès à la semaine de 4 jours soit pertinent, y compris du point de vue de l'outil de production. Ce qu'il faut poser comme question, c'est éviter d'en faire une question de principe,
de débat, comme 4 jours égale réduction du temps de travail. Non. De la même façon qu'il faut dire écarter par principe la semaine de 4 jours, peut-être une bêtise. Alors après, c'est les faits qui trancheront. Ouais, non, c'est intéressant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu porter ce débat, parce que je crois sincèrement que la crise énergétique sera un accélérateur du déploiement de la semaine de 4 jours, qui n'est pas un mode d'organisation qui a vocation à se généraliser et être obligatoire. Elle sera un accélérateur du déploiement de cette semaine de 4 jours, qu'on va voir se déployer, comme le Covid a été un accélérateur du télétravail. Mais tu comprends évidemment que tu le comprends, et mieux que nous, que on avance vers quelque chose de fondamental. Nos parents, mon père, il se définissait par son travail. Exactement. Qui es-tu? Je suis un. Alors lui, en l'occurrence, il était ingénieur électricien. Je suis un ingénieur. Je construis des centrales. Et semaine de 4 jours, on va arrêter de se définir. Enfin, il va falloir trouver une autre définition pour les individus que nous sommes. Voilà, c'est juste ça qui me plonge dans des abîmes de réflexion. Alors, mais ton père avait raison dans sa génération, si tu m'y autorises. La réalité, c'est que la relation au travail, qui caractérisait en particulier la France et certains pays latins, n'est pas depuis très longtemps la relation au travail qu'on trouve dans le monde anglo-saxon. C'est une relation beaucoup plus mature et beaucoup équilibrée. Tu le sais bien. Essayer d'avoir un dîner de travail qui commence à 20h ou 20h30 aux États-Unis, c'est pas possible. On le sait bien. Regardez le regard. Donc, il y a une relation, je crois, moi, sincèrement, plus mature de la part des jeunes générations, sans doute, plus équilibrée que celle que nos parents ont pu développer. Et avec un regard, aujourd'hui, de la jeune génération qui voit aussi comment nos parents ont été récompensés quand ils sont arrivés seniors ou à d'autres moments de leur vie par rapport à cet investissement dans l'entreprise. Donc mon rôle à moi, il est de dire, regardons avec lucidité cette relation plus équilibrée, et je ne suis pas là pour dire que cette relation-là est forcément moins efficace au total que la génération, que le regard qu'on a porté. Mais c'est vrai qu'on vit ces transitions, et que beaucoup d'état d'esprit, dont le mien, dont celui qui te parle, a été élevé dans cette relation passionnée, passionnante, qui ne comptait pas au travail. Ouais. Avec évidemment la différence entre l'emploi qualifié, dans lequel cette relation s'établissait quand même dans des conditions différentes, de l'emploi peu qualifié, où il y avait quand même beaucoup de souffrance, y compris physique, derrière. Pour terminer, c'est peut-être, tu vas me dire d'ailleurs, est-ce que c'est pas le sujet le plus important, donc réforme des retraites, etc. C'est peut-être 1 million de seniors que les entreprises vont finalement devoir, pardon de le dire comme ça, j'en fais partie, devoir garder. Le défi est considérable. J'ai l'impression qu'on n'en prend pas la mesure. Comment est-ce que tu vois le truc? Dans les entreprises que Topix accompagne, on a 2 principes pour aborder ce sujet. Si je peux me permettre, pour le coup, on l'aborde en thématique. Vas-y. Le problème, c'est que le regard des seniors ne doit pas se construire en entreprise en regard à son départ à la retraite uniquement. Il faut le construire en regard au parcours qui a précédé. Ça, c'est un élément important. Nos entreprises, l'ensemble des entreprises, je le dis, partenaires sociaux et dirigeants, ont projeté sur les seniors un regard qui s'organisait par rapport au départ à la retraite. Quand on regarde, là encore, la France n'est pas seule au monde, les expériences qui fonctionnent bien, on s'aperçoit que réorienter professionnellement un emploi peu qualifié vers 40, 45 ans, 50 ans, c'est redonner souvent une dynamique et une pêche incroyable. Nos modes de fonctionnement dans l'entreprise aujourd'hui fait qu'on peut laisser un employé peu qualifié qui donne satisfaction sur le même poste très très longtemps jusqu'à ce qu'on constate l'état de la fatigue et de l'usure. Le réinvestissement d'un emploi peu qualifié à travers un changement de fonction est quelque chose de très important. Premier message. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde sur l'emploi des seniors, emploi des seniors ne veut pas dire emploi à temps plein dans les mêmes fonctions jusqu'à son départ à la retraite. Il faut casser cet élément-là. Il faut en particulier que cet âge couperait qu'est le départ à la retraite, que celui par lequel on construit tout, cesse. On voit bien que les schémas qui fonctionnent pour les seniors, et là je suis plutôt sur l'emploi qualifié, j'en conviens, ce sont des schémas où on bascule progressivement dans un temps partiel, dans un temps qui n'est pas forcément un temps plein, où on organise la nature des fonctions et des tâches, mais qui peut se continuer avec la pénurie de talents qui nous attend après la retraite, grâce à des mécanismes de retraite progressive, où on continuera à faire appel aux prestataires, à la compétence que vous avez, dans une nouvelle relation d'entreprise. La compétence, il faut qu'on l'ait travaillée, cette compétence. Or, à un moment, on en a marre, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille insuffisamment ces compétences, c'est vrai. Et notamment, on n'est pas assez attentif. Mais à l'inverse, vous raisonnez, Stéphane, si vous m'y autorisez, dans la logique d'un marché,
ou lequel le rapport de force n'était pas celui que vous décriviez en démarrant. Demain, quand on voit qu'on forme 100 000 spécialistes aux questions du numérique, de la cybersécurité, des data scientists, quand il en faut 400 000, est-ce que vous croyez qu'on continuera demain à ne pas investir lourdement sur la formation des informaticiens pour les amener à 40, 45 ans sur les qualifications du cloud, de la cybersécurité, de manière à avoir les compétences nécessaires, y compris au-delà de 60, 64 ans. Mais c'est pas 40, 45 ans là l'enjeu, Bruno, c'est 55, 56. C'est-à-dire, c'est ceux qui se disaient c'est bon, je vois le bout, et qui finalement vont pas voir le bout et vont rester 3 ans de plus. Ce que j'essaie de vous dire, d'abord, il y a quand même toujours des mécanismes en sifflet et progressifs. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que là encore, la seule solution, c'est de regarder beaucoup plus tôt les conditions d'emploi, d'accepter les transformations de compétences, ce que certaines entreprises font. Je peux vous dire que Topix et Télécom Paris accompagne le repositionnement d'ingénieurs vers les nouveaux métiers pour éviter justement la déqualification et l'obsolescence des compétences. Mais c'est un travail qu'on ne commence pas à 55 ans. C'est ça mon message. Il faut pour qu'à 55 ans ou 60 ans, on soit toujours qu'on l'ait commencé bien plus tôt. Et donc, quand on a ce regard-là, encore une fois, que certains pays ont, quand on voit la situation pénurique du marché du travail, moi, je rappelle que la France a gagné près de 30 points de taux d'emploi des seniors par rapport à la situation qu'on a pu connaître il y a 20 ans. Et donc, je suis assez confiant sur ce système, à condition qu'on y aille et qu'on sorte de cette règle implicite. Les ajustements économiques se produisent systématiquement sur les seniors, ce qui n'est pas évidemment la bonne approche. Merci Bruno. Merci Stéphane. Bruno Mettling était notre invité sur Bismart. Vincent Balouet maintenant est avec nous. Salut Vincent. Bonjour. Maîtrisedescrises.com. Oui. Ce qui veut tout dire. Donc j'ai appelé cette interview « Vivre avec les crises », ce qui n'est pas très original. L'idée c'est ça, là, maintenant, se mettre dans la tête, c'est-à-dire la crise est devenue un état permanent. Ça l'est depuis le premier épisode des Gilets jaunes. Les patrons dans les comex qu'on voit nous régulièrement nous disent, c'est vrai qu'on les enchaîne un peu quand même. Ouais. Donc Gilets jaunes, épisode 1, épisode 2, il y en a eu 8 ou 9, un petit peu de grève de transport public, on est tombé dans le Covid. Je ne sais plus combien d'épisodes dans le Covid. C'est pas fini. C'est sans doute pas complètement terminé. Un peu de catenade pour... Ne datons pas cette interview que je rediffuserai très régulièrement. Voilà, ça n'est sans doute pas on fini. saupoudre des catenades par-dessus. Voilà le conflit en Ukraine. Et puis le sujet... Catenade, c'est catastrophe naturelle, tu veux dire. Absolument. Enfin, le sujet climat... Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors, c'est là où le sujet m'intéresse. Et puis ensuite, on parlera de ce qui te désole, c'est-à-dire notre incapacité finalement à essayer d'anticiper ce qui peut l'être, à essayer de contenir ce qui peut l'être. Mais est-ce que cette idée de succession de crises n'amène pas aussi, notamment le traitement médiatique, mais il est important, à tout transformer en crise ? Tu vois, il y a un moment où on a l'impression que s'il n'y a pas de crise, tiens, on va faire une crise, parce que tout doit être une crise. Et donc, j'en sais rien, moi, un ouragan un peu violent dans la saison des ouragans, c'est vrai, ça devient une crise. Alors, je pense que c'est vrai, chaque fois qu'il y a de l'émotion qui l'emporte. Et l'émotion, pour nous, entreprises, elle l'emporte surtout dans le champ du grand public. C'est-à-dire, dit autrement, dans un langage de journaliste, les infos générales grand public. Alors là, oui, dès qu'il se passe un truc qui met la larme à l'œil, mais c'est pas du mépris, ce que je dis là. Alors évidemment, la perspective est bousculée et c'est très compliqué de mettre les choses les unes derrière les autres dans l'ordre. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, il y a quand même des référents. Il y a l'économie, l'argent, la réputation, etc. Et donc toutes ces choses-là remettent un petit peu d'ordre et laissent moins de place à l'émotion. Donc il y a moins d'effets catastrophes dans la succession de crises qu'on connaît pour nous, gens d'entreprise. Voilà. Tu te désoles en fait devant notre incapacité à quoi ? À anticiper les crises ? Ou vas-y, dis-moi, ou avoir un état d'esprit pour les encaisser. Ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, si on a juste une minute pour reprendre. Ah, mais on a tout le temps. Vas-y, on a plus qu'une minute. On en a 13 ou 14 encore. Pour reprendre un peu l'historique des choses, en creusant ce sujet sur notre incapacité à nous, Français, Gaulois, de regarder ça comme le font les Américains, par exemple, où ils ont une culture extrêmement différente par rapport au risque. En grattant le sujet, je suis arrivé avec d'autres à la conclusion que tout ceci vient un peu, alors c'est pas pour chercher une excuse, la position géographique de la France. J'explique. La France est sur la façade ouest de l'Europe. On a l'Atlantique qui sert de régulateur de température et en gros le climat est super gentil, même si on s'en plaint un peu. Les tempêtes sont gentilles, il fait froid mais pas trop, il fait chaud mais pas trop, il n'y a pas de tornade, pas de tremblement de terre, pas de tsunami, pas de volcan en activité. Heureux comme Dieu en France, disait le poète. En France, ça va.
Moralité, et comme on a 36 000 communes avec des services publics qui sont jamais loin, même quand on n'est pas loin de Paris, si on appelle, ça vient quand même. Du coup, chaque fois qu'il y a des risques, l'État protège, et les risques sont jamais méchants. Donc on s'en occupe assez peu dans notre arrière-cerveau, Tu as raison. y compris dans l'entreprise. Tu as raison. Traversons l'Atlantique juste une minute. Là-bas, les tornades, c'est une autre paire de manches. Les cyclones, les tempêtes, la neige qui tombe d'un seul coup dans le nord de l'État de New York. Les tornades dans la vallée de l'Oklahoma. Vers l'ouest, il n'y a plus d'eau. Dès qu'on remonte un peu, c'est le Yellowstone avec le volcan qui menace de péter. Si on va complètement à l'ouest, c'est la terre qui tremble. Donc, on a des choses qui sont beaucoup plus méchantes. La nature est plus sévère de l'autre côté de l'Atlantique. Et par ailleurs, l'étalement et les grandes distances font que les services publics sont beaucoup plus loin. Dit autrement, là-bas, ils ont une administration qu'on n'a pas chez nous, qui s'appelle la FEMA, Federal Emergency Management Administration, qui apprend aux gens à se débrouiller tout seuls. Entreprises comprises. Donc ils font des cours pour les enfants, etc. Ils font des certificats pour les entreprises en disant on vous explique, on vous finance, mais après vous vous démerdez. Et donc là-bas, on a un rapport au risque, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est ce dont on parle aujourd'hui, on a un rapport au risque qui est beaucoup plus intégré, plutôt que de faire appel aux services publics quand ça va mal. Ils ne font pas ça du tout. Et pourtant, ils le font avec une administration qui est spécifique. Donc c'est assez contradictoire, cette affaire-là. Très intéressant. Donc le résultat des cours, c'est que quand on fait... prenons New York, l'exemple de la tempête Sandy, qui est extrêmement révélateur. Quand, en 2012, J'ai oublié. D'accord, ok. Une grosse tempête. Ouais, un peu plus qu'une grosse tempête. Un peu plus qu'une grosse tempête, La mer qui monte de 5-6 mètres, de la flotte partout dans l'informatique, d'accord. Wall Street dans l'eau. La bourse n'a pas fermé pour le 11 septembre, elle a fermé pour Sandy. Juste pour donner une petite idée quand même. Là-bas, les entreprises sont, disons, plus habituées à se débrouiller seules. Enfin, il faut dire, ils ont pris le 11 septembre dans la figure. Les patrons des risques dans les tours à Manhattan, ils ont leur kit de grise sous la table. Il n'y a pas une entreprise où il y a ça à Paris. Pas une. Donc on a un rapport au risque de l'autre côté de l'Atlantique. Alors je ne dis pas qu'ils font tout bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, mais attends. Mais ils ont un rapport au risque dans l'entreprise qui n'est pas du tout le même que le nôtre, où tout doit venir de l'État, il faut que tout soit annoncé par l'État, sinon ce n'est pas une crise. Mais on fait à ce point le contraire. Alors je ne sais pas quel est l'état de l'art depuis, parce qu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais tu voulais alerter sur le fait que non seulement on ne nous prépare pas aux crises, mais on cache même... notamment sur une éventuelle inondation à Paris. Oui. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Donc on cache aux entreprises mais on cache pas la réalité de ce que pourrait être cette inondation. Alors c'est pas par souci de cacher la réalité. Je fais pas du tout le procès en complot où c'est pas malsain cette affaire. C'est juste qu'ils n'ont pas de réflexe. Le logiciel, ce que j'avais dit l'autre fois, le logiciel n'est pas installé. Donc les agents. Moi j'avais compris que même si tu toquais à la porte, ils voulaient pas te donner l'ensemble de leur simulation. Mais parce que la loi l'interdit. Ah ben voilà. Aujourd'hui, il y a un texte qui l'interdit, mais je suis absolument persuadé qu'en défonçant la porte de la Première ministre, on arriverait à changer la réglementation. Mais par contre, il faut le faire. Mais c'est pas une volonté. C'est juste que personne s'en occupe parce que c'est pas dans leur logiciel, c'est tout. Donc il y a pas de. Les agents de l'État font leur travail, ils respectent les textes. Sauf que les textes ne permettent pas aujourd'hui de se préparer à des catastrophes naturelles hors cadre, qui vont dépasser les curseurs et se préparer en autonomie, sachant que les pouvoirs publics à côté ont à sauver juste la population, les hôpitaux. Ils ont bien d'autres choses à faire. Ouais. Donc leur intérêt, c'est que nous, on soit en autonomie et qu'on puisse... Nous, entreprises, quand tu dis nous. Oui, nous, voilà. Économie, enfin monde économique, absolument, puisse comprendre les éléments, faire des choix, se former, répéter un peu, voilà, et finalement se débrouiller tout seul. C'est leur intérêt. Mais c'est dingue, c'est quoi cette législation qui... C'est la réglementation qui tourne autour des opérateurs d'importance vitale, qui fait que les informations des opérateurs, en clair, comment va se comporter Enedis, pour prendre juste un exemple, le jour où ça déborde complètement, quelle est leur stratégie, est-ce que ça va couper un peu beaucoup longtemps, est-ce que c'est une affaire à 4 mois selon la hauteur d'eau, ou c'est une affaire à 3 ans, on a besoin de savoir ça quand même. Et eux, ils le savent, Enedis. Et évidemment qu'ils le savent, ils le savent ne serait-ce que pour organiser leurs propres manœuvres. Pour sécuriser leur réseau. Sauf que ces informations sont classifiées. Et on peut pas balancer des informations classifiées défense dans la nature sans un petit changement de réglementation. Aux États-Unis, elles ne le seraient pas. C'est obligatoire, c'est le contraire. C'est le contraire, voilà. Absolument, c'est le contraire. Je vais te donner un autre deuxième... Est-ce que tu comprends que ces opérations soient classifiées en cas d'attaque, j'en sais rien, à la limite même cybercriminalité, pourquoi pas. Mais là, une inondation, c'est une inondation. Oui. Pas que. Enfin, c'est une inondation qui envahirait une caserne ou une prison. Je comprends qu'il y ait des choses classifiées. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'est en fait... Mais
mais pas le distributeur d'énergie, donc quoi. c'est pas par d'électricité. risque que ça se passe, mais c'est par cible. Oui, d'accord, Voilà, je comprends. donc le régalien, évidemment, oui. Donc Vigipirate, etc., la manœuvre de l'État pour aller contrer les attentats, évidemment. Mais il y a un petit volet entreprise tout de même qu'on voudrait bien avoir, quoi. On aimerait bien, quoi. Je vais te donner un deuxième exemple autour de la difficulté qu'on a à trouver les bons mots et le bon langage. Toujours sur la tempête Sandy. Quand la tempête Sandy est arrivée, elle a mis en gros 2 jours entre le moment où on savait que ça allait débarder. Il y a eu la trajectoire de la tempête a basculé à J-2 de la crise. D'accord. Donc avant, tout le monde vaquait à ses occupations, puis tout d'un coup, ça a basculé. Et ils ont dit, il n'y a plus que 2 jours pour tout évacuer, mettre tout en sécurité, etc. Les services de la météo ont commencé à balancer des cartes en disant, au secours, attention, il va y avoir du vent, il va y avoir de l'eau. Bon. Les pouvoirs publics ont relayé et les gens ont commencé à se mettre à l'abri en disant, attention, c'est dangereux, il ne faut pas aller dans les caves, voilà. Mais il n'y a pas une entreprise qui a bougé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est pas comme ça qu'il faut faire puisque les gens ne comprennent pas dans l'entreprise. Donc ils ont changé les cartes, ils les ont virées et ils ont dit voilà la carte où il n'y a plus d'électricité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de vent et on ne parle pas de tempête. Dans une comptabilité d'entreprise, j'achète pas du vent. Et j'achète pas de la tempête, mais j'achète de l'énergie, plein d'autres choses. Bon. Donc là, ils ont dit il n'y aura plus d'énergie. Alors là, les patrons se sont réveillés, ils ont dit tiens, voilà. Et ils ont commencé à se bouger un peu mollement. Alors ils ont encore une deuxième fois effacé les cartes. On les trouve facilement sur Internet. Hein. Et ils ont balancé une carte avec un rayon comme ça. Ils ont marqué action dessus. Allez hop, on y va. Au boulot. C'est comme s'il y avait marqué. Alors, on y va, quoi. Enfin, et ça nous amène à notre crise électrique. Oui, absolument. Est-ce que là, le niveau de préparation... Là on a l'impression quand même qu'on a RTE, qu'on a cet outil EcoWatt, voilà. Enfin, qu'on a là un niveau de préparation qui semble satisfaisant. Comment est-ce que tu regardes ça? Je ne sais pas où on met le mot préparation. La préparation de RTE, sans aucun doute, et de l'ensemble des électriciens en amont, hein, donc le nucléaire, etc., et toute la filière qui distribue l'énergie dans la crise un peu partout. Donc ça, sans aucun doute. Je pense que ce sont des professionnels aguerris de ce qu'ils font, ils savent où ils mettent des mégawatts, enfin bon, voilà. Donc j'ai absolument rien à dire là-dessus. En revanche, sur les particuliers, je suis un tout petit peu réservé. C'est-à-dire qu'ils disent quand même que s'il va faire super froid, ça va un peu couper. Dans le fond, c'est ça. Mais pour les particuliers... Je vais être brutal 2 secondes, on s'en fout un peu des particuliers. Je finis juste. Nous sommes tous des particuliers. Dans les particuliers, il y a peut-être quelques sujets de santé saupoudrés de temps en temps à la maison, mais en gros, ça va. On a des systèmes sociaux qui suivent tout ça, les mairies suivent ça. Je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, dans l'entreprise, une coupure de 2 heures, c'est pas la même affaire. On coupe pas l'énergie dans une entreprise, dans l'informatique. Il y a des fours, les verreries, on commence à voir les gens qui ont des problèmes. Oui, mais justement, on les a vus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un plan. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'ils bossent là-dessus, hein, le gouvernement. Le gouvernement, oui, sauf qu'ils ont tiré la cloche assez récemment. Alors que Elisabeth Borne a annoncé, je l'avais envoyé des mots. Moi, j'ai entendu, les télécoms, on les protège parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Ça, c'est les OIV. Les verres, effectivement, les verriers, on l'a dit 100 fois, un four qui s'arrête, c'est un four qui casse, etc. Et tout. Moi, j'ai l'impression d'un plan à peu près cohérent avec des priorités qui sont des priorités saines. On va prendre un exemple simple, c'est l'exemple de l'informatique. Les entreprises qui font appel à des très gros data centers, dont les opérateurs de cloud, plus toutes les grosses boîtes. Elles ont en propre des énormes data centers qui sont vus de l'électricien. Elles sont vues comme des data centers. Donc ils disent, monsieur Enedis, ne me coupez pas parce que j'ai un data center. Ils vont pas le faire. J'ai absolument confiance là-dessus. Quand tu descends dans la taille des entreprises, c'est plus des data centers, c'est un placard au bout du couloir. C'est pas topé data center parce que c'est tout le quartier. Comme ils disent. Voilà. Et c'est tout le quartier qui est vu. Enedis, il voit pas une PME en particulier. Il voit 4 pâtés de maison. Et donc là, être data center ou pas, et s'il y a besoin de délester, ils délesteront. Donc c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on a une crise, on étire le peloton. Ça veut dire quoi, on étire le peloton? Les meilleurs comprennent, ont les moyens, se préparent et finalement se protègent du risque. Et ceux qui sont sur la ligne de départ, donc ils continuent d'avancer. Sur ceux qui sont sur la ligne de départ, in fine, ils ne bougent pas. Donc le peloton devient de plus en plus long. C'est une étape de montagne. C'est ça. Guillaume Poupard disait, en matière de cybersécurité, c'est très exactement la même chose. Les lions mangent les gazelles de la fin du convoi, pas au début. D'accord. C'est exactement la même chose. Et à chaque fois qu'on a une crise, le peloton s'étire, toujours. Une crise est un générateur d'inégalités. Et celui qui est chargé de remettre le peloton un peu en peloton, c'est les pouvoirs publics et les fédérations professionnelles. C'est-à-dire, en gros, les outils collectifs qui organisent la vie économique de ce pays. C'est à eux de bouger. C'est à eux de dire, attention les petits, il faut avancer un peu plus vite. C'est à eux de dire, les grands, aidez vos petits parce que ce sont vos fournisseurs.
C'est des deux côtés que ça se joue. Et donc, sur l'énergie, les grands, ils ont des groupes électrogènes, ils font le plein, ils sont prioritaires, ils vont voir Total Energy en disant faites-moi le plein parce que sinon la sécurité sociale s'arrête, plouf, ils ont tout de suite 25 tonnes de... Voilà, pas de problème. C'est derrière que ça va se jouer. Alors pas les micro-entreprises, parce qu'on y arrive, mais c'est le bas de la pile, c'est les TPE, les PME, ceux qui ont 10, 15, 20, 50, 100 salariés. Ils n'ont pas de groupe électrogène. Ils n'ont pas de groupe. Et une coupure de 2 heures, ça dépasse les 10 minutes de batterie, l'informatique est par terre. Il va pourtant falloir, parce que tu es d'accord, c'est pas une période transitoire là. Non, on est parti pour 3-4 ans mini, quoi, à peu près. C'est-à-dire qu'on est parti. On est parti. T'as pas de visibilité au-delà, de toute façon. Donc, si quand même un petit peu. Si un petit peu. RTE a dit il y a déjà 5 à 6 ans, on a 10 ans de creux devant nous, c'est-à-dire d'un moment où on aura moins d'élasticité dans la production voilà. Et donc ces 10 ans, si on calcule avec ses petits doigts, c'est fin 2024 à peu près. Donc on sait que d'ici à fin 2024, peu importe ce que fait Poutine avec le gaz, etc. Déjà c'est tendu. Voilà. Alors après, il y a le coup. Est-ce qu'on aura du froid ou pas? Enfin, c'est l'élément absolument déterminant. Oui, mais ce que je voulais... Puis, évidemment, l'équation gaz qui freine la solidarité. Est-ce que tu as le sentiment, parce que là, on est vraiment dedans. Oui. Moi, ça me passionne, notamment la question de sobriété, effectivement, la petite appli qu'on peut avoir sur notre téléphone, qu'on va avoir en accéléré une formation, en fait, à la casière. Ce que tu décrivais aux États-Unis avec la FEMA, finalement, on va se le faire nous-mêmes à travers cet hiver et l'hiver prochain. Soyons optimistes et raisonnables aussi. En conclusion, évidemment. Allons-y. Les pouvoirs publics ont fait une stratégie de communication auprès des particuliers avec EcoWatt. Ouais. EcoWatt, c'est comme un feu rouge. Voilà. Bon, 3 couleurs, très bien. 100%, il faut l'espérer, des collaborateurs des entreprises auront EcoWatt dans leur poche. D'accord. Ils ne supportent. Oui, donc le tout son Covid de la crise électrique. Absolument, mais les collaborateurs ne supporteront pas de travailler dans une entreprise pas préparée où on gaspille l'énergie parce que les portes sont ouvertes et la clim est à fond ou l'inverse. D'accord. D'accord. Donc en passant par les particuliers. Et oui, tactiquement, c'est très très bien joué. Très, très bien. En appuyant sur les particuliers, tu fais un effort d'acculturation de l'ensemble de la population et du monde économique qui est derrière sur soyons sobres, soyons prévoyants, un petit peu moins d'attentisme pour voir si tout cuit du ciel au dernier moment, etc. Donc ça, c'est très très bien joué. EcoWatt est le bon outil pour faire ça. Alors, non, la conclusion, c'est la question... en fait, la vraie crise qui survient, c'est toujours celle qu'on n'avait pas... La vraie crise, c'est compliqué, mais la vraie crise, c'est celle qui nous met vraiment copie blanche. Là, avec les affaires électriques, on n'est pas copie blanche. Sur les 4 nattes, on n'est pas copie blanche. Enfin, il faut vraiment être endormi pour ne pas voir le truc venir quand même. Donc la vraie crise, c'est l'attentat. Parce que ça, c'est très compliqué. Un Bataclan 2, par exemple, dans Paris. Voilà. Mais bon, nous, on a fait des procédures. On est déjà prêts, malheureusement, pour ce genre de truc. Mais je ne sais pas où, quoi, quand, comment. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Ça met les gens par terre. Voilà, mais quand tu dis procédure, c'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où tu dis, OK, il faut que je m'occupe vraiment de gestion de crise, tu peux mettre en place justement des procédures. Alors, c'est pas tout à fait des procédures. Pour affronter l'imprévisible. Absolument. Et c'est pas tout à fait des procédures, on appelle ça des fiches réflexes, c'est-à-dire en fait c'est le début des décisions, jamais la fin. C'est-à-dire si ce scénario absolument invraisemblable arrive, mais réaliste quand même, c'est pas Godzilla dans les couloirs, on est d'accord, c'est un truc véridique, enfin voilà. Oui, bon, non, mais si ça arrive. D'accord, si ça arrive, on a des têtes de procédure qui disent, au lendemain d'un Bataclan 2 par exemple, comptez vos gens, qui est touché, qui a de la famille qui est touchée, qui a de la famille qui est touchée. Tous ces gens-là, ils ne seront pas là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire continuer la boîte? Qu'est-ce qu'on fait pour se comporter humainement avec les collaborateurs? Ça, c'est fait. Ça, c'est préparé déjà. La fin de l'histoire, je ne l'ai pas. Mais ça évite... Mais au moins le début, ça évite de faire des bêtises et de rajouter des maladresses à un drame. Et c'est ça qu'on veut faire, bien sûr. Vincent Balouet, donc, maîtrisedescrises.com. À bientôt, Vincent, pour parler de ce sujet qui va nous accompagner pendant un bon moment. Et nous, on se retrouve demain sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.